bonjour à toutes et à tous, ici Mathieu Lavigne au micro. Merci d'être là pour un autre épisode de Confluent, votre émission qui donne la parole au premier peuple et à leurs alliés. C'est un plaisir que d'être avec vous pour les 30 prochaines minutes sur les ondes de Radio-VM et de Radio Galilée. J'ai le bonheur de retrouver ma collègue Catherine Egault. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Donc cette semaine à Confluent, on reçoit l'anthropologue Marie-Pierre Bousquet, professeure à l'Université de Montréal. Catherine, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en détail notre invitée de cette semaine? Avec plaisir, Mathieu. Marie-Pierre Bousquet est d'origine française. Elle a fait ses premières études universitaires à l'Université de Montréal et à l'Université Laval au tournant des années 1990. Puis elle a fait 1 an de terrain pour son doctorat en 1996. Spécialiste des questions autochtones canadiennes, elle a notamment co-dirigé l'ouvrage « La blessure qui dormait à point fermé, l'héritage des pensionnats autochtones au Québec », publié en 2019. Cette entrevue portera entre autres sur certains des thèmes de recherche de Madame Bousquet, c'est-à-dire la spiritualité et la jeunesse en territoire anishinaabe et les pensionnats autochtones. Écoutons donc l'anthropologue Marie-Pierre Bousquet, interviewée ici par Mathieu Lavigne. Marie-Pierre Bousquet, bonjour. Bonjour. Alors, Marie-Pierre Bousquet, ouvrons cette entrevue avec un thème bien d'actualité, soit celui des pensionnats autochtones, un pan de notre histoire qui a été ramené à l'avant-scène par les découvertes depuis le printemps dernier de nombreuses sépultures anonymes sur les terrains d'anciens pensionnats de l'Ouest canadien. Un des éléments sur lesquels vous avez insisté dans vos nombreuses interventions médiatiques des derniers mois, Marie-Pierre Bousquet, c'est la nécessité de reconnaître que les écoles résidentielles sont aussi une réalité québécoise. Alors, pourquoi est-ce que vous jugez important d'y aller de cette précision? Est-ce que vous avez l'impression que cette réalité historique n'est pas, disons, complètement intégrée, assumée par la société québécoise? En fait, je pense effectivement que il y a plusieurs éléments là-dedans. Le fait que il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas que officiellement il est reconnu qu'il y a eu 12 pensionnats autochtones au Québec. Alors, il faut savoir aussi ce que recouvre cette définition des pensionnats autochtones, mais bref, on avance souvent des chiffres qui sont plus petits, et donc il y en a quand même eu 12. Par comparaison, il y en a eu 18 en Ontario. Donc c'est pas un chiffre si différent que ça. L'autre chose, c'est que on a, dans les discours qu'on a entendus beaucoup dans les médias et même de la part de certaines personnes qui se sont exprimées publiquement, c'est que c'est une réalité qui a surtout concerné l'Ouest. Que c'est une réalité qui concerne le monde anglophone. Et non, ça n'a pas du tout été le cas. Donc du coup, il est comme si on devait se sentir moins concerné parce que ça n'a pas touché de la même manière le Québec. En fait, si, il y en a eu tout autant ici. Et là, le dernier point, c'est que également, il y a eu l'idée que finalement, le Québec n'a pas été partie prenante de cette histoire-là, que c'était un problème du fédéral et de l'Église catholique. Et là aussi, on se rend compte que c'est, quand on regarde de plus près l'histoire, que c'est un raccourci qui est faux, en fait, qui est parfaitement inexact, et que le gouvernement du Québec a été impliqué dans cette histoire, et de nombreux Québécois également, aussi bien dans le gouvernement que dans l'Église catholique, mais également dans les preneurs de décision. Donc on a beau chercher de tous les côtés, c'est important de vraiment considérer que oui, ça a concerné le Québec au premier chef. Oui. Et Marie-Pierre Bousquet, n'en demeure pas moins que l'histoire des pensionnats, elle est longue, elle est complexe et elle doit être abordée avec nuance. Dans le cadre de vos recherches, vous abordez d'ailleurs les nombreux changements qui sont survenus dans les projets éducatifs des pensionnats. Clairement, on n'entendait pas la scolarisation de la même manière en 1880 qu'en, disons, 1960. C'est sûr, c'est compliqué parce que dans cette histoire-là, comme elle est très lourde, la première tendance qu'on a, c'est justement ne pas vouloir l'aborder avec des nuances et de faire des généralisations. Et là, forcément, on tombe dans des erreurs. Je vais vous donner plusieurs exemples. Le premier exemple que j'ai entendu le ministre Marc Miller, que j'estime par ailleurs, mais dire que les écoles résidentielles étaient des écoles industrielles.
Alors, il y en a eu, mais pas toutes. Et ça, c'est une généralisation qui est fausse. Donc, parce qu'une école industrielle, c'est un projet particulier. C'est une époque particulière aussi. C'est beaucoup plus les années 1880 à 1920, 1930, 1940. Donc, c'est pas du tout la même chose que les pensionnats qui ont ouvert à partir des années 1950, notamment au Québec. On a l'impression en fait que quand on apporte des nuances et qu'on fait des différences entre les différentes époques historiques, c'est comme si on voulait atténuer en se disant finalement chez nous ça a été moins affreux. Mais il faut vraiment s'enlever ça de l'idée parce qu'on n'est pas dans l'espèce d'idée de compétition de souffrance, ça a été pire à tel endroit, ça a été pire dans tel autre. On n'est jamais gagnant dans la vérité avec ce genre de démarche-là. Et quand un projet a duré un petit peu plus d'un siècle, parce que ce qui a été retenu par la Commission de vérité et réconciliation, c'était la période 1880-1996, donc la fermeture du dernier pensionnat. D'abord, on sait qu'il y a eu des pensionnats avant 1880. Bon, mais c'est la période qui a été retenue. Et c'est évident donc que les pensionnats qui ont ouvert dans les années 1880 n'avaient pas du tout la même politique éducative que les pensionnats qui ont ouvert dans les années 1960. Pour vous donner un exemple, il y a eu des réflexions qui ont été faites, notamment au Québec, pour se dire, parce qu'on voyait bien qu'il y avait des erreurs qui fonctionnaient pas, qu'il y avait il y avait des choses qui étaient terribles pour les enfants, qu'il y avait des enfants qui avaient fugué, qui étaient morts, donc il y avait des choses qu'on savait et on s'était dit qu'on n'allait pas réitérer les mêmes erreurs. Alors ça veut pas dire qu'ils ont mieux fait, qu'ils ne se sont pas trompés non plus. C'est juste que si on veut vraiment aller au fond de cette histoire, on ne peut pas se permettre de tout mettre dans le même panier comme si ça avait été pareil dans les 140 institutions, qui avaient donc 140 cultures institutionnelles différentes. Et les nuances, c'est important pour aller dans la vérité précisément. Il faut rappeler, cette commission, elle s'appelait Commission de vérité et réconciliation. Donc tout ça n'est pas dans le but d'amoindrir, d'atténuer ou de dire que c'était mieux quelque part et pire ailleurs, mais simplement de se dire, voilà, quelle était la vérité. Et qu'est-ce qu'on peut faire lorsque, par exemple, on évoque cette idée que la réalité des pensionnats autochtones au Québec était différente de celle dans l'Ouest? Qu'est-ce qu'on peut amener, justement? Qu'est-ce qu'on peut répondre dans ces cas-là? Oui, il y a eu forcément des différences. Bon, il y a eu pas mal de différences, je ne vais pas rentrer dans toutes, mais la première différence qui est un peu évidente, c'est qu'à part 2 pensionnats qui étaient anglicans, les autres étaient francophones. Et ça, c'est une différence assez importante parce que les enfants dans les pensionnats francophones étaient éduqués, si on peut dire, à devenir des petits Québécois. Il y avait par exemple des distributions de drapeaux fleur-de-lysée dans certaines périodes de l'année pour voilà. Enfin, donc, et des chansons aussi qui ont été apprises aux enfants, des chansons du répertoire, un répertoire qui est plutôt scout d'ailleurs, et du répertoire acadien également. Ça a l'air bête, ça, mais c'est quand même, on entre dans des questions de culture. Et puis il y a eu d'autres différences qui étaient liées à la période, aux réflexions sur la scolarisation, sur le fait qu'au Québec il n'y a pas eu d'école industrielle, c'était d'autres types d'écoles, qu'il y a eu des essais, par exemple, de fermes pour apprendre aux enfants les métiers d'agriculteur. Enfin, il y a eu plusieurs choses comme ça qui ont fait que oui, il y a des réalités différentes et c'est normal. Et Marie-Pierre Bousquet, après ce petit détour historique, on peut revenons à l'aujourd'hui, disons des premiers peuples d'ici. D'ailleurs, vos recherches portent plus particulièrement sur les communautés Anishinaabeg d'Abitibi-Témiscamingue. Je pense notamment aux communautés de Picogan, Lac-Simon, Kétisakik. Vous vous êtes penché, entre autres, sur le rapport complexe que ce peuple entretient avec le croire, avec les questions de sens, alors que trop souvent, on a tendance, du côté allochtone, à se représenter de manière très monolithique le rapport à la spiritualité des Autochtones. Et bien vous observez de votre côté une grande diversité sur le plan du croire, de la spiritualité. Qu'est-ce qui vous frappe dans les spiritualités contemporaines présentes en territoire Anishinaabe? Alors, ce qui me frappe, en fait, c'est d'abord que quand on présente les Premières Nations en général, on ne laisse quasiment jamais la possibilité ouverte que les gens soient athées. Ça, c'est vraiment comme si, quand vous êtes autochtone, forcément, vous devez croire à un dieu, une entité supérieure.
Alors c'est un parti pris qui apparaît comme une espèce d'évidence à tout le monde. Et puis moi j'en ai rencontré des Anishinaabeg qui sont athées. Donc si cette possibilité n'existe pas dans la façon de voir du grand public, mais dans la réalité ça existe. Donc ça c'est déjà quelque chose. Également, notre société aussi est traversée de beaucoup de mouvements différents, de croyances différentes. Et chez les autochtones, c'est pareil en fait. Donc il y a aussi des espaces de débat, des espaces où les gens discutent, où ils sont pas forcément d'accord entre eux, où ils expérimentent. Et donc il n'y a pas une espèce de groupe à part en fait de ce côté-là. C'est que ils se posent aussi des questions. Donc vous avez des personnes qui sont de diverses allégeances religieuses. Alors la cohabitation se fait en général assez bien. Mais quand on pense à la spiritualité autochtone, il ne faudrait pas croire que tous les autochtones forcément la partagent, y croient ou autre. Qu'ils la respectent, qu'ils la tolèrent, ça c'est complètement une autre affaire. Parce que j'ai remarqué qu'il y a une très grande tolérance religieuse dans les communautés en général. Chacun a le droit de croire en ce qu'il veut, en fait, du moment qu'il respecte l'espace des autres. Et il y a toujours des exceptions, évidemment. Un exemple récent, il y a eu pendant l'été des églises qui ont été brûlées par des autochtones parce que, justement, la découverte des fosses communes d'enfants à côté des pensionnats a été absolument terrible. Non seulement pour les allochtones, mais ça a vraiment rappelé des souvenirs épouvantables aux autochtones. Et vous en avez certains qui sont allés brûler des églises. Et il y a eu des réflexions sur le sujet. Et bien, j'en connais beaucoup, moi, des autochtones qui sont des autochtones qui sont catholiques, des membres de Premières Nations. Donc, il ne faudrait pas croire non plus qu'ils sont tous contre. C'est un espace où il y a de la discussion, où il y a de la recherche, de la quête de sens, en fait. Voilà, et moi, j'ai particulièrement étudié le paysage religieux Anishinaabe, et j'ai trouvé une grande variété qui correspond à la diversité des gens. Donc, c'est pas forcément des groupes homogènes comme ça nous tenterait de le croire. Et justement, vous évoquiez tout à l'heure donc la présence catholique en milieu autochtone, notamment du côté des Anishinaabe. J'imagine qu'à l'intérieur des communautés, il y a pu y avoir des tensions entre catholiques et des membres d'autres groupes, d'autres croyances, à la lumière de ce qui était des découvertes qui ont été faites dans l'Ouest canadien notamment. Comment se vivent ces tensions-là, du moins du côté Anishinaabe, que vous connaissez davantage? En fait, moi, comme je vous disais, j'ai toujours observé une assez grande tolérance religieuse. C'est-à-dire que les gens vont parfois exprimer le fait qu'ils réprouvent tel ou tel type de croyance, telle allégeance, mais finalement, ils n'iront pas dire aux gens ce qu'il faut croire. En fait, ça part souvent de l'idée qu'on leur a tellement expliqué ce en quoi il fallait y croire, ce en quoi il fallait croire, qu'ils ont tendance à laisser quand même tranquille déjà les membres de leur propre famille, leurs cousins, leurs cousines, leurs proches. C'est pas parce que vous approuvez pas forcément ce en quoi croient les autres que vous allez, leur exprimer, et deux, les empêcher de faire quoi que ce soit. Donc il y a des discussions, il peut y avoir des discussions assez animées au sein des groupes plurifamiliaux, mais en même temps, c'est pas... il y a eu suffisamment de divisions comme ça pour qu'ils s'en créent eux-mêmes... en tout cas, de ce que j'ai pu observer. Oui. Et Marie-Pierre Bousquet, vous vous intéressez également à la jeunesse Anishinaabe, à la génération montante, qu'on pourrait dire peut-être un peu vite, là, plus urbaine et connectée. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de jeunes qui arrivent à prendre leur place dans un monde où ils doivent eux-mêmes se construire de nouveaux modèles? Alors, je ne prendrai peut-être pas des exemples de noms, mais parce que d'abord, j'aurais un peu peur d'en vexer d'autres. D'abord, il y en aurait beaucoup, voilà, et puis ça me dit, oui, mais pourquoi pas un tel et pourquoi pas une telle, bon. Ce que je trouve fascinant, parce que ça fait quand même longtemps que j'étudie la jeunesse, sauf que la jeunesse, c'est pas comme la vieillesse, c'est-à-dire que la jeunesse, ça se périme très vite, c'est-à-dire que les jeunes il y a 15 ans ne sont plus jeunes, et donc ont été remplacés par d'autres jeunes.
Et même si là, c'est pas une catégorie coulée dans le béton, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est fascinant quand on travaille depuis longtemps dans des communautés, on a suffisamment on finit par avoir assez de recul pour avoir vu des générations se succéder. Oui. Donc ça, c'est drôle. Ils sont, oui, extrêmement connectés. Je dirais qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont connectés, mais enfin, ils sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux. Ce que je trouve fascinant, c'est que c'est pas forcément facile pour des jeunes autochtones d'investir des métiers ou des médias ou autres où ils n'ont aucun modèle et où ils sont obligés de les créer eux-mêmes. Et ça demande quand même un certain courage parce que vous devez innover, vous devez marcher sur les pas de personnes ou justement pas marcher sur les pas d'autres autochtones, mais prendre la suite d'autres personnes et laisser votre marque. Et donc ça demande quand même beaucoup de dynamisme, mais je dirais aussi du courage, parce qu'on les attend au tournant, ces jeunes. Donc ils investissent aussi bien... alors peut-être dans le monde de la musique, vous aviez quand même eu des précurseurs dans les années 70 et surtout 1980, avec Cashtin qui avait quand même été jusque sur les scènes internationales. Mais même encore aujourd'hui, être un jeune artiste autochtone, c'est pas si simple que ça. Vous avez des cinéastes autochtones maintenant qui produisent non seulement des documentaires, mais aussi carrément des films, des séries. Enfin bon, je pense à plusieurs, donc qui font aussi bien des films qui sont grand public, des films qui peuvent être des films de zombies ou des films... Enfin, c'est quand même assez incroyable, c'est génial. Il y a une diversité encore là. Ah oui, il y a une diversité folle. D'ailleurs, je suis pas forcément adepte de films de zombies, mais enfin, je peux pas m'empêcher d'être intéressée parce qu'un jeune autochtone a à dire là-dedans. Investir le monde du journalisme, investir le monde de plein de choses, de la municipalité, des cours de justice. Il y a vraiment... c'est pas si simple que ça d'arriver dans un endroit où justement vous savez pas, vous pouvez pas vous identifier à une personne et c'est à vous en fait d'être le premier. D'être dans les premiers, parce que vous êtes dans les pionniers, et c'est ça que je trouve assez fascinant dans la jeunesse d'aujourd'hui, c'est que ils se lancent, et ils se lancent avec humour, et ils vont laisser des traces plus tard. Oui, et il doit y avoir une pression aussi, j'imagine, à ce rôle un peu de défricheur, de défricheuse, de plonger et d'ouvrir de nouveaux sentiers. Et là-dedans, il y a la question de la transmission aussi qui est sous-jacente à tout ça. Donc, ces jeunes-là prennent le micro, prennent la caméra pour aussi décrire leur réalité, mais j'imagine aussi transmettre à leur façon. Oui, ça c'est très important, c'est qu'on l'a vu dans mon domaine, parce que justement je suis professeur d'université, il y a des choses que j'utilise dans mes cours et je trouve ça extraordinaire que ça existe maintenant, qui sont les balados, qui sont les vidéos, etc. Parce que là, ce sont donc des autochtones qui parlent d'eux-mêmes et pour eux-mêmes. Et donc, on n'a pas le filtre de quelqu'un d'autre qui rapporte ça. Oui. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en utilisant eux-mêmes ces moyens-là pour faire entendre leur propre voix, et justement ils éliminent les médiations et ils nous les donnent tout cru, leur propre vision de l'histoire, leur propre vision de la société, de la compréhension du fonctionnement des choses. Oui, ça, moi à mon avis, ils doivent ressentir une certaine pression. Il faudrait effectivement leur demander, parce qu'ils sont beaucoup mieux placés que moi pour répondre à ça, mais c'est certain que on les voit sur la place publique, on les voit dans les médias, et donc dans les médias, ils s'exposent également à la critique. Ah oui. Et c'est pas simple du tout de s'exposer à la critique, parce que en même temps, ils ont pas la prétention de l'être, d'ailleurs forcément des représentants de leur nation en tant que tels, mais ils sont souvent traités comme tels par les gens qui les regardent. Alors, parce qu'on le dit, regarde, un tel, c'est un jeune autochtone, donc il doit parler pour les jeunes autochtones. Ah oui. Et c'est pas forcément le but de tous, d'ailleurs. C'est plutôt des personnes qui vont s'exposer parce qu'elles ont des choses à dire, mais parce qu'elles n'ont pas forcément l'idée qu'elles vont retransmettre le discours d'autres personnes. Ah oui. Donc c'est pas simple de se retrouver tout le temps avec l'étiquette de représentant porte-parole d'eux, alors que vous n'avez
pas spécialement l'idée de l'être. Marie-Pierre Bousquet, une question un peu incontournable. D'ailleurs, bon, ça fait quelques épisodes de Confluent que l'on enregistre, que l'on diffuse. Et cette question-là, elle revient souvent. C'est celle touchant la question de la réconciliation. Donc, un processus où la confiance est essentielle. Vous avez soutenu cela dans une entrevue récemment, la place de la confiance dans le processus de réconciliation. Alors, comment est-ce qu'on peut tisser ces indispensables liens de confiance entre autochtones et allochtones? Comment peut se vivre cette rencontre? C'est pas simple du tout, en fait, parce que d'abord, on hérite tous d'une histoire. On ne peut pas faire autrement. C'est pas parce que nous, on a des bonnes intentions qu'elles seront forcément bien accueillies, parce que on peut pas faire table rase comme ça de l'héritage que l'on reçoit. On n'est pas responsable de cet héritage, mais on en est dépositaire. Et donc, on ne peut pas arriver en se disant que eux, c'est beau, tout est oublié, comme c'est vos ancêtres et que c'est pas vous, voilà, on repart à zéro. C'est pas comme ça. La colonisation a laissé beaucoup de traces, elle a créé des séquelles. L'histoire des pensionnats, elle a vraiment créé des traumatismes qui sont transmis même à des jeunes générations qui n'ont pas connu les pensionnats, parce que ça c'est les parents ayant été, ça a créé un certain nombre de conséquences pour les générations suivantes. Souvent, on parle de réconciliation de façon très prématurée, à mon avis. C'est-à-dire que, rappelons que la commission, elle s'appelait la commission de vérité et réconciliation. Et donc, il y a la première étape qu'on n'a pas finie, là, qui est l'étape de la vérité. On l'a bien vu avec plein de gens qui ont découvert avec horreur qu'il y avait eu donc plein d'enfants qui étaient morts dans les pensionnats autochtones. En fait, des faits qu'on savait, que les chercheurs savaient, que les autochtones savaient, etc. Qui avaient été rapportés par des rapports au gouvernement fédéral. C'était du connu, mais pour la majorité de la population canadienne, ça a été la stupéfaction. Et donc, on ne peut pas se réconcilier avec quelqu'un si on ne connaît pas déjà la vérité sur cette histoire. Ça ne marche pas. Donc, on n'en est pas à cette étape-là, puisqu'il faut d'abord finir de creuser la vérité. Et creuser la vérité, ça suppose de regarder des choses dont on a hérité, dont on n'est pas forcément super content ni très fier. Et c'est là où, en étant honnête dans ce devoir de mémoire, et en reconnaissant l'héritage qu'on a, c'est là qu'on peut arriver à créer des liens de confiance. Et donc, ça prend du temps. Parce que c'est de pas laisser le fardeau, en fait, sur les épaules des autochtones. C'est pas à eux de se réconcilier avec nous. En fait, ils nous connaissent bien mieux que nous ne les connaissons. Oui, tout à fait. La majorité du temps. Donc, c'est déjà commencer par apprendre l'histoire. Et déjà, pour apprendre l'histoire des pensionnats, il faut terminer de l'écrire. Parce qu'on ne peut pas déjà sortir l'histoire des pensionnats de toute l'histoire de la colonisation. Les pensionnats, ça a été une étape, ça a été un aspect de la colonisation qui s'imbriquait avec d'autres. Et ces autres, c'est la dépossession des terres, c'est la loi sur les Indiens, c'est beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment apprendre tout ça pour pouvoir repartir un peu justement sur des bases plus saines avec les nations autochtones. Il faut déjà savoir exactement ce par quoi ils sont passés. Voilà. Et après, et c'est là-dessus qu'on peut ensuite créer des liens de confiance. Donc c'est vraiment le savoir et c'est l'éducation qui nous permettront de pouvoir aller éventuellement vers une réconciliation si ce terme est le meilleur. D'ailleurs, l'ancien sénateur Maurice Sinclair disait que l'éducation est la clé pour la réconciliation, et c'est un paradoxe parce que, dans le fond, l'éducation a été aussi un outil de la colonisation. Exactement, mais c'est justement tout le paradoxe. On sait qu'on s'est servi de l'école pour en faire un instrument d'assimilation, alors que si vous regardez au niveau des instances internationales, l'éducation c'est vu comme un droit pour les enfants. Donc c'est parce que tous les enfants ont le droit d'aller à l'école, tous les enfants ont le droit de s'instruire, un droit qui est nié dans plusieurs pays, parfois c'est nié aux filles, etc. Donc, on est devant ce paradoxe-là où il faut rétablir quelque part la véritable raison de l'école. Et ça veut dire qu'il faut aussi apprendre à l'école, non pas uniquement un point de vue, mais les points de vue des autochtones aussi. C'est pas évident, on a du chemin à faire, mais on peut le faire bien et surtout ça va prendre beaucoup d'honnêteté. Moi, je crois pas forcément
à la culpabilisation, tout ça, je trouve que ça, c'est pas constructif et ça n'amène à rien. Mais l'honnêteté déjà de savoir sur quoi le pays a été bâti, de quoi on hérite et savoir qu'est-ce qu'on a envie de transmettre. Parce que cette histoire, justement, pourquoi est-ce qu'on en hérite ? On en hérite aussi parce qu'on va transmettre quelque chose. Et se transmettre, c'est que nous, on a le choix de savoir ce qu'on a envie de transmettre et comment on veut le transmettre. On ne modifiera pas l'histoire, mais on peut modifier l'avenir. Et c'est pour ça que l'éducation, c'est extrêmement important. Marie-Pierre Bousquet, il nous reste 1 minute 30 et j'ai vraiment le goût de vous de terminer avec une question personnelle. Vous êtes originaire de France. Qu'est-ce qui vous a incité, qui a piqué votre curiosité, qui vous a amené à vous pencher sur les grandes questions, enjeux, défis touchant les populations autochtones du Québec, du Canada? Qu'est-ce qui a été peut-être, l'étincelle, tiens? Bon, alors en fait, j'irais beaucoup d'étincelles, mais c'est souvent quelque chose qu'on m'a demandé, puis j'étais bien en peine de répondre. Mais quand je fouille vraiment dans ma mémoire, j'ai quand même une réponse. Quand j'étais dans ma première année d'études en France, j'ai fait ce qu'on appelle Hippocagne. Et j'avais une professeure de géographie qui m'a conseillé de lire un livre d'une collection en me disant, elle m'a dit, je suis sûre que ça va te plaire, c'est la collection Terre humaine de chez Plon. Et elle m'avait dit, va lire Les Derniers Rois de Thulé. Les Derniers Rois de Thulé portent sur les Inuits. Bon, et je ne l'ai pas trouvé parce qu'il avait été emprunté à la bibliothèque, alors j'ai pris le livre d'à côté, et qui s'appelait Soleil Hopi, de Don Talayesva, et qui raconte, c'est l'autobiographie d'un Amérindien Hopi, en fait, des Hopi d'Arizona. Et quand j'ai lu ce bouquin, en fait, ses propos ont été recueillis par un ethnologue. J'ai lu le livre d'une traite, et j'ai refermé en disant, voilà, je sais ce que je veux faire dans la vie, je veux faire le même métier que le monsieur qui a écrit ce bouquin, en fait, qui a recueilli la biographie de Don Talayesva. Et c'était un choc total pour moi parce que j'avais revu pas mal de westerns. Et je me suis dit, mais en fait, d'abord, ils mouraient toujours à la fin, les Premières Nations là-dedans. Puis je me dis, je connais rien en fait sur eux. Alors je savais même pas s'il en existait encore et tout ça. Et donc ça a été tout un processus. J'ai eu l'impression quelque part qu'on m'avait trompé, qu'on m'avait menti. Et qu'on m'avait donné une version de l'histoire de la colonisation de l'Ouest américain qui était complètement fausse. Et ça m'a amené sur toute une quête de recherche là-dedans. J'ai commencé à beaucoup me renseigner sur les Premières Nations. Et puis après ça, j'ai cherché une bourse d'études, mais je voulais aller aux États-Unis. Puis fort heureusement, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé une bourse France-Québec qui m'a amenée au Québec et c'est comme ça que toute l'aventure a commencé. Donc, mais j'avais pas du tout prévu ça et je ne l'ai jamais regretté. Comme quoi, les hasards de la vie font extrêmement bien les choses. À l'époque, vous m'auriez dit devenir anthropologue spécialisé des nations autochtones du Québec, je vous aurais regardé en disant oui, c'est gentil de rêver, mais voilà, c'est une série de hasards qui m'a mené là et je regrette vraiment pas. Marie-Pierre Bousquet, un grand merci pour le temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup, Madame Bousquet. Ça m'a fait plaisir. Merci. C'était donc l'anthropologue Marie-Pierre Bousquet, professeure à l'Université de Montréal, interviewée ici par Mathieu Lavigne. Merci à Marie-Pierre Bousquet pour ses réflexions éclairantes. Merci également à Daniel Fortin à la régie. Nous vous rappelons que cette émission est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Visitez notre site web au www.missioncheznous.com si vous désirez réécouter le présent épisode ou rattraper les entrevues qui vous auraient échappé. Ici Catherine Egault. Ici Mathieu Lavigne. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Confluent. À bientôt.